L'Occident, ou ce que j'appelle le monde boréal, l'a accompagné, miné de l'intérieur par une crise démographique qui contrastait avec l'explosion de la vitalité du tiers-monde et des ambitions que celle-ci sous-tendait. La population mondiale, en effet, est passée en un siècle et demi de 1 à 7 milliards, tandis que celle de l'Occident stagnait en vieillissant. Au lieu de s'attaquer, comme nous le préconisions en vain, sous la pluie de critiques et d'insultes des gens en place, aux fondamentaux de la décadence, notre pays, pour ne parler que de lui, se gargarisait de billevesées et de balivernes, affirmant d'autant plus fort les droits de l'homme qu'il abandonnait la force nécessaire pour les défendre et les faire triompher. L'idéologie mondialiste et son souci d'être européiste se glissaient dans les bottes du communisme, s'efforçant de faire du passé table rase en détruisant les structures morales et politiques du vieux monde. La nation, l'Église chrétienne, la famille, représentant de ce qui était pourtant de simple bon sens, celui des réalités. Soi-disant pour faire l'Europe, on défaisait les nations qui avaient fait sa force et son rayonnement. On disait au peuple, l'union fait la force. Mais on lui mentait parce que l'union des faiblesses n'a jamais fait la force. En toute hypothèse, il fallait refaire la force de la nation et celle du peuple. Au contraire, on supprimait les frontières ouvrant notre territoire à une invasion migratoire et qui allait en 30 ans prendre des proportions inquiétantes, ne constituant pourtant évidemment que l'avant-garde d'une armée d'étrangers poussée par la misère du monde. On livrait notre économie à la concurrence féroce des pays émergents. L'armée et la sécurité publique, première des libertés, étaient mises en cause de plus en plus gravement chaque année. L'enseignement, la justice, l'emploi se dégradaient sans autre chose que les discours des matamores ne s'y opposent. Le niveau de vie miné par le chômage de masse et les déficits vertigineux de nos finances publiques, sociales ou commerciales s'abaissaient. Paradant sur les estrades mondialistes indifférentes au bruit des casseroles qui tintinabulaient à leur masque, les organisateurs d'événements qui les dépassaient, les politiciens français, forts du succès de leur escroquerie patriotique, devenaient la risée du monde. Les groupements sociaux les plus incomptés dans l'histoire de notre pays, les cheminots, les métallos, les mineurs, les dockers, se désagrégeaient en même temps que leurs syndicats. Seul le Front National, malgré une pauvreté paralysante, faisait face, tête haute et main propre, à la marée des décadences. Les injures, les provocations, les persécutions, l'omerta médiatique, mais aussi les trahisons, le Front National a maintenu haut et fier le drapeau de l'indépendance française. Ces électeurs ont été mis au banc de la société politique et quelquefois sociale. Les lois électorales ont été modifiées pour réduire encore sa représentation, alors qu'un scrutin antidémocratique privait plusieurs millions de Français de députés au Parlement. Au fur et à mesure, comme je l'ai dit, que le peuple se détournait des gouvernants, ceux-ci modifiaient les lois électorales. Malgré l'adversité, le Front National est là, plus fort que jamais, incarnant l'espoir du peuple français dans toutes ses couches, mais surtout dans ses couches populaires, de voir reconstruire un pays libre et prospère, consacrant prioritairement ses forces à la sécurité et au bien-être des siens. La situation de notre nation est comparable à celle du bas empire romain, avec des barbares dans nos murs pour laisser entrer des élites criminelles à des fins de luxe et obsédés par la conservation de leurs privilèges. Au-delà du cas de la France qui nous tient plein à cœur, je profite de mon dernier discours en tant que président du Front National pour appeler les peuples d'Europe à retrouver leur âme, celle-ci, celle éprise de liberté, condition si précieuse qu'elle seule distingue l'homme de l'animal, le libre arbitre, au-delà des contingences naturelles. Je réitère aux peuples d'Europe et même au-delà à tous les peuples du monde qui souffrent, atteints dans leur culture, dans leur langue, dans leur mode de vie, parfois dans leur chair, par
par les partisans d'un empire global dont le seul mot d'ordre est le profit immédiat, patriotes de tous les pays, unissez-vous. Il faut être courageux. Aux sources de notre civilisation, Périclès enseignait déjà qu'il n'existe pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Dans l'ascension de la vie, on s'arrête pour souffler. Avant d'aborder les derniers rangs, on se retourne pour voir le chemin parcouru. La perspective efface alors les détails, rabote les collines, étire les cours d'eau, étale les plaines, et l'on ne voit pratiquement plus les êtres qui peuplent l'espace, et parmi eux, même ceux qui sont proches, la famille, les amis, les copains. Souvenir de nos compagnons, les brûlures de l'hostilité, les injustices, les diffamations, les condamnations, les déceptions, les trahisons, s'effacent, s'estompent dans le flot des souvenirs. Foin des regrets et des remords, le passé fut si beau en somme qu'il ne faut blâmer le destin. Notre honneur a été celui des combattants, de ceux qui n'acceptent pas les mensonges, ni de l'esprit, ni du cœur. Orphelin de guerre, pupille adopté par la nation, j'ai toujours eu le sentiment que j'étais plus français, et que cette parenté supplémentaire me créait des liens plus forts avec la France et partant des devoirs plus exigeants. J'avais été élevé dans l'amour de mon pays, auquel déjà, en 14-18, ma province, la Bretagne, avait sacrifié la vie de 250 000 soldats et marins et la jeunesse d'1 million d'autres. À la maison, bien sûr, mon grand-père, Pierre, qui avait fait à 40 ans toute la guerre de 14, et m'en racontait des épisodes, mais aussi à l'école, quelle fut celle du vicaire ou celle de mon instituteur, bande de guerre et socialiste, et qui, en s'accompagnant au violon, nous faisait chanter « Nous aimons la patrie, étant tous bons Français, à toi, France chérie, la grandeur et la paix. » La guerre, en anéantissant nos flottes militaires et commerciales, avait tué dans l'œuf mon ambition et celle de mon père, d'être un jour officier de marine. C'est donc dans la science civile, sociale, militaire et politique que je pouvais accomplir mon destin modeste de serviteur de la patrie. Nous ne sommes de droite que par droiture, que par amour de la patrie, bien sûr, mais aussi de la vérité, nous efforçant d'être fidèles à la règle des chevaliers, durs aux forts, doux aux faibles. Sans doute, au cours de ces années, certains d'entre vous m'ont-ils trouvé trop sévère, trop dur, mais le chef responsable n'a pas le droit d'avoir les mains molles, même si son cœur... même si son cœur peut l'incliner parfois à l'indulgence ou à la tendresse. Le fil conducteur de ma vie a été, à travers l'amour de la France, la profonde compassion pour ceux qui souffraient et même qui mouraient pour elle. Je suis né à cette sensibilité particulière devant le cadavre de mon père, rejeté par la mer sur une plage où j'avais, avec ma mère, dû le reconnaître à un tatouage qu'il portait au bras. J'ai souffert de tous les morts de la guerre, combattants, déportés, civils tués dans les bombardements, mais aussi après la libération des excès meurtriers de celle-ci. En Indochine, les 90% de prisonniers de Dien Bien Phu, morts de misère et de mauvais traitements, le disputaient dans mon cœur aux milliers de catholiques du Tonkin, s'accrochant à la peinture de nos bateaux et que nous abandonnions déjà. Et puis, ce fut l'Algérie.